Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Nouvelle installation, nouveau coéquipier, non, même coéquipier que d'habitude, mais nouveau jeu. Nouveau jeu. Voilà, on va parler aujourd'hui de Epos. On va faire un générique. Epos, c'est un jeu de Stephen Ristos et illustré par Arad Liske. Édité chez Spielworks et il n'y a pas encore de localisation française. Absolument. C'est une réimplémentation de Gentest qui est sorti il y a quelques années et c'est en cours de financement participatif sur GameFound en ce moment. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1h30 à 2 heures. Et une difficulté estimée sur BGG par nous, puisqu'il n'y a pas d'estimation à 3,5 sur 5. Voilà. Ça monte un petit peu en difficulté puisque c'est un jeu à scénario, un jeu à campagne. On va en parler. Dans Epos, vous allez jouer sur une grande carte qui va de l'Espagne jusqu'à la Turquie et vous allez essayer de construire des cités sur cette grande map. Vous allez également éduquer votre population qui est composée de différents rôles. Il y a des prêtres, des érudits, des soldats, des marchands. Bref, et vous allez aussi développer des sortes de technologies, d'inventions, entre guillemets, de concepts, de ce genre de choses. Et donc, vous allez jouer à travers 6 époques différentes, à l'issue desquelles ce sera la fin de la partie, on comptera les points de victoire. Une manche est divisée en 2 phases distinctes, une phase de jour où les joueurs vont à tour de rôle prendre une action, et une phase de nuit où il y aura des étapes de revenus, des étapes de rafraîchissement pour une prochaine manche, etc. Comment se passe la phase de jour? Donc on joue au tour par tour dans le sens horaire à partir du premier joueur qui a ce marqueur-là. Pour jouer une action, donc un joueur va sélectionner une tuile qui est sur le plateau central, il va la récupérer, payer les coûts éventuels en termes de pièces et rajouter des sabliers dans sa ligne de temps. Donc là, par exemple, cette tuile me dit de rajouter un sablier. On va faire ça, donc, un nombre consécutif de fois, enfin, chaque joueur va jouer son tour. Une fois que la ligne de temps est terminée, le joueur ne peut plus jouer. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur ligne de temps, on passe à la phase de nuit. Durant la phase de nuit, on récupère donc des revenus. On refait un petit setup pour la manche d'après. Et ça roule. Et à la fin du jeu, il y a un scoring final où on va recompter quelques points selon les cartes qu'on a en main, selon les reliquats de ressources et de pièces. Toute petite salle à 2 points en gros, c'est un reliquat, hein, c'est pas vraiment, on met beaucoup plus de points pendant la partie qu'à la fin. Exactement. Oui. Et donc ouais, voilà, bon, très classique hein, dans l'organisation générale, quoi. Et ce qu'on va chercher à faire grandement dans ce jeu, c'est de construire des cartes. C'est ça qui va nous donner beaucoup de points de victoire et potentiellement des petits bonus au cours de la partie. Ça va se dérouler en 3 actions, 3 étapes. Tout d'abord, l'action violette. Ici, on va récupérer des cartes dans le marché, dans la rivière de cartes, et on va les mettre dans notre main. La deuxième étape, ça va être de la construction avec cette action orange qui est juste ici, où on va pouvoir construire des cartes dans une sorte de tableau de cartes qu'on met à côté de notre plateau. Et pour construire ces cartes, il y a des prérequis en termes de population. Donc là, par exemple, pour cette carte, il me faudrait 3 prêtres et 1 marchand. Et bien pour ce faire, il va falloir que je fasse cette action ici, l'action un peu turquoise, récupérer de la population. Je vais les faire grandir sur cette piste ici. Et si j'ai bien les adéquations entre population et carte, je vais pouvoir construire les cartes. On n'a pas besoin de les dépenser en fait, ces populations, et on doit juste les posséder. Éventuellement, et on doit en perdre sur certaines cartes, mais voilà, la norme c'est plutôt, vous devez l'avoir, c'est un prérequis plus qu'un coût en fait. C'est ça, exactement. Deuxième gros pan du jeu, c'est le pan d'exploration, de développement sur la carte. Comment on va faire ça? On va faire cette action bleue ici. Ça va nous permettre de réaliser 3 étapes. D'abord, on va poser ce qu'on appelle des pionniers. On va pouvoir les placer au sein des différentes cités. Ensuite, ces pionniers, on va pouvoir les déplacer et donc les amener à différents endroits de la map et donc les faire évoluer, les faire migrer. Et ensuite, quand on aura assez de pionniers sur une même cité, donc 6 en l'occurrence, on va pouvoir transformer ça en ville. Les villes, l'avantage qu'elles nous donnent, c'est qu'elles nous donnent l'effet apporté par la ville, donc c'est du revenu en principe, de manière permanente. Donc on va pouvoir, au moment où on construit la ville, et également pendant la phase de revenus décrivait Dylan tout à l'heure, récupérer ces revenus justement sur les villes qu'on aura pu construire. On a également un système d'objectifs dans le jeu qui est divisé en 3 catégories. Le premier à construire, c'est civil. Le premier à construire 8 cartes, voilà, dans son tableau. Le premier à avoir 18 personnages dans son tableau personnel. Et donc, ces objectifs, le premier joueur récupère plus de points, bien sûr, que tous les joueurs qui le feront après lui. Et on a enfin 2 petites actions un petit peu dissociées. Une action pour récupérer de l'argent, basiquement, et une action pour récupérer le premier joueur. On trouve aussi certaines, c'est pas vraiment des actions, c'est des compléments en fait, avec cette espèce de petite forme de soleil là. En fait, ça vient compléter des actions qu'on a déjà vues, donc en fonction de la couleur, celle-ci va nous donner un personnage de plus quand on fait l'action d'instruire notre population, ou multiplier l'argent qu'on reçoit par 2 quand on fait l'action de taxe, etc., etc.
Voilà pour les règles de Epos, nouvelle formule. On va commencer par dire qu'on a fait 5 parties du jeu au total. Ouais. Juste après une partie de Gentes. Oui, tout à fait. Alors, on a fait une partie de Gentes, voilà. Tu avais joué à un moment donné avant ça, avant cette partie. J'avais jamais joué à Gentes. Pas joué. Non, j'avais fait quelques parties avant sur Gentes, et donc on est passé ensuite assez rapidement sur celui-là. C'était justement dans l'objectif. Ouais, voilà. Très, on s'était dit, comme celui-là arrive, on va revoir un petit peu Gentes avant, et donc 5 parties du jeu, en sachant que c'est un jeu à scénario. Et que voilà, ça se joue il y a 8 scénarios différents plus le jeu de base, donc il y a quasiment 9 jeux en un, et donc sur ces 5 parties on a un taux de victoire à peu près équivalent, en tout cas j'ai 2 victoires, je pense qu'on a gagné 2 victoires, on a 2 victoires chacun, et on a joué une fois avec Monia, dédicace Monia, et elle a gagné, elle nous a éclaté. Voilà. Elle nous a bien éclaté. Elle nous a éclaté. Bon. Voilà. Et du coup, voilà, 5 parties, et on a fait le jeu de base et les 2 premiers scénarios. Premier point marquant pour moi, c'est la mécanique d'action-sélection avec cette mécanique de sablier qu'on rajoute dans une timeline. Ouais. C'est super intéressant, j'ai jamais vu ça dans un autre jeu, donc pas que je connaisse. Et cet aspect, savoir bien gérer tes sabliers, enfin, quoi prendre comme action, ça je trouve ça super intéressant. On peut revenir un tout petit peu sur la mécanique d'ailleurs, parce que donc il y a certaines tuiles qui vont demander de poser 2 sabliers d'un coup. Celui-ci par exemple, on a toujours le choix de le poser en double sablier ou 2 simples. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est que pendant les phases de revenus, de phases de rafraîchissement, tous les doubles sabliers vont se transformer en simples sabliers. C'est-à-dire qu'on va utiliser déjà un espace sur la ligne temporelle, tandis que tous les simples sabliers vont sauter. Donc déjà là, rien que sur les tuiles d'action à double sablier, il y a un choix énorme de est-ce que je me ralentis, est-ce que je fais moins d'action, donc j'utilise plus d'espace pendant cette manche. Mais la manche d'après, je me pénalise la manche exactement. d'après. Et cette méca, je la trouve au final super intéressante. Elle est excellente, avec peu de... Pareil, j'aime bien que ça soit très très serré sur la ressource, t'en as qu'une, c'est que de l'argent. Là, on va que te demander de temps en temps des pièces, ça peut être très cher, hein. Des fois, attention, hein. L'argent coule pas à flot non plus dans le jeu. Non, c'est clair. En tout cas, ça peut être un problème. Ça peut être un gros problème. Et dernier point, donc sur cette méca d'action-sélection, c'est que une fois que toutes les tuiles ont été prises, on peut plus la faire. On ne sait plus faire l'action. Donc là, par exemple, cette action d'aller recruter des petits bignous sur notre plateau, il y a 4 actions de base. Je parle pas des provinces, des machins, on reviendra dessus après. Mais il y a 4 actions de base. Si elles sont plus là. Elles sont coincées. Alors, on vous montre la config à 4 joueurs là. Hein. C'est-à-dire que toutes les tuiles sont ouvertes. Bien sûr, à 3 joueurs et à 2 joueurs, ça se réduit. On ferme bien sûr certaines tuiles, mais effectivement, il y a quand même une forme de limite sur ce nombre d'actions. Et je suis bien d'accord. Et alors, à noter. Moi, je trouve la répartition qui a été faite est vraiment intelligente, parce que, comme tu dis, il y a certaines actions qui sont limitantes, celle-ci par exemple, et celle-ci. Les 2 au centre, là, on voit que pour poser de la carte et pour aller explorer, on a toujours une forme d'action qui est toujours possible. Tout à fait. Donc, si vraiment on a absolument besoin d'aller faire de l'exploration, on a toujours celle-ci qui coûte bien sûr beaucoup plus cher que toutes les autres, qui est beaucoup moins avantageuse, et l'équivalent sur la pose de carte, mais on a toujours une porte de sortie. Alors que pour aller chercher de la carte et pour aller récupérer des prérequis de population, on est beaucoup plus embêté. Et on imbrique tout ça, encore une fois, avec ce système d'objectifs. Alors ça paraît un petit peu anecdotique. Il y a 8 points pour le premier, 4 points pour les suivants. Ça l'est pas. Non, ça l'est pas du tout, parce que déjà, il faut les atteindre, parce que si il y a un des 2 joueurs, enfin, si on joue on a fait plusieurs parties à 2, si un des 2 joueurs qui ne l'atteint pas, ça veut dire que il y a 8 points flat, quoi. Alors que du coup, il y a plus que 4 points si l'autre va l'atteindre. Mais est-ce que ça vaut le coup d'atteindre ce critère-là si on va plus chercher que 4 points? Donc il y a ce système de course qui se met en place, et sur 3 critères, on disait qu'il y avait un petit peu 2 axes dans le jeu. L'axe de pose, d'occupation de la map, et l'axe de carte. Et là, on a un 3e critère qui est l'axe de remplir son tableau de personnages, en sachant que ça n'apporte pas directement de points, en fait. Et c'est ça qui est un peu perturbant. Celui-là, c'est un peu l'axe complémentaire. Il est vraiment perturbant. Il est un peu vicieux, voilà. Et en fait, on se dit, qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller faire tout ça, d'autant plus que les cartes ne valent pas forcément le fait d'avoir un tableau de population complet. Donc du coup, c'est énormément d'investissement. C'est un investissement de fou en termes pour aller de chercher ça et de temps. C'est très très cher. Parce que une action standard on va recruter, on en recrute 2. Faut faire 9 fois l'action si tu en veux 18. C'est énorme. Et encore, t'en recrutes 2, il faut dépenser l'argent en conséquence. C'est un truc de zinzin, quoi. Juste pour aller
recruter des gars qui donnent pas spécialement de points, sauf si t'as un objectif. Donc ça, c'est un peu l'edge. Je reviens là-dessus parce que c'est l'un des points que j'avais noté. C'est vrai que si tu veux prétendre à la victoire, si tu veux être dans la course, faut quand même clairement viser. Tu peux pas t'en passer. Tu peux pas passer à côté. Ouais. Une partie, on tourne aux environs de, entre 100, 110 points, 120 points sur les grosses parties. Ouais, 120, 130 même. On a tapé du 130. On a tapé du 130. Mais c'est dans les eaux-là. Et donc, voilà. aller chercher, si tu laisses quelqu'un avoir les 3 premières, 24 points. 24 points, c'est dead. Ouais, t'es mort. C'est vraiment très dur à rattraper. Et d'autant plus que les villes et les cartes apportent quand même des points par donc voilà, c'est ça. Donc forcément, si tu le fais pas, c'est plus compliqué. Pour rester sur un aspect vraiment pur méca et originalité du jeu, il y a un système de sélection. Tu parlais du système d'action tout à l'heure avec les différentes tuiles et la gestion du temps. Il y a un système de sélection des cartes et de la population qui est assez original. En fait, on a un coût qui est variable. Donc quand on récupère une tuile, on paye le coût qui est là, mais en fonction de combien de cartes on veut récupérer, du coup, on a une range, on a une portée qui nous est accessible, qui est différente. Si je paye 6, par exemple, pour récupérer des cartes, je peux soit prendre les 3 premières cartes ici, soit prendre juste ici. Voilà, soit prendre 2 cartes parmi ces 4-là, soit prendre une seule carte, mais dans tout ça. Et du coup, ça c'est quand même assez intéressant. C'est toujours des choix assez forts qui sont offerts. On a un petit peu ce même système sur les personnages. Là, c'est vraiment du nombre. C'est pareil comme sur les cartes. Soit j'en prends un pour 4, j'ai toute la possibilité. Soit j'en prends 2. Et là, si je veux toute la palette, du coup, je dois donner 8 pièces. Exactement. Donc ça, c'est cool. Il y a une espèce d'action complémentaire qui permet d'avoir une flexibilité sur le prix, qui vous permet de dire, moi, je veux pas payer 6 parce que je veux juste ces 2-là. Et en fait, ça me coûte théoriquement que 3. Du coup, j'annule le coût de 6. Je paye que 3, voilà, c'est une petite flexibilité possible. Et vous avez aussi, pour les cartes, vous avez un système de défausse. Ça, c'est fort, parce que les cartes qui n'ont pas été récupérées lors de l'âge 1... Lors d'un passage, donc H1, voilà, H2, c'est toutes les deux manches. Périodes, oui, voilà. C'est toutes les 2 manches, exactement. Un âge, c'est 2 manches, et toutes les cartes qui n'ont pas été réclamées à l'âge 1 constituent la défausse, et on peut aller se servir dans la défausse, et on creuse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le haut de la pile, on va vraiment chercher dans la défausse, et ça c'est hyper fort. Évidemment, les cartes de l'âge 2 sont strictement meilleures que les cartes de l'âge 1, et pour l'âge 3 par rapport à l'âge 2, mais simplement, c'est juste que vous avez la possibilité d'aller retrouver une carte qui vous a échappé ou qui a été mise de côté ou qui est pas sortie ou quoi, mais qui combine parfaitement avec votre tableau de cartes. Et du coup, ça c'est vraiment intéressant. C'est plutôt une option qui est pensée pour les gens qui vont poncer le jeu, donc qui vont jouer plusieurs parties, parce qu'il faut connaître les cartes. Ouais. Ça implique quand même de connaître un petit peu ce qui est à disposition, quoi. Si on regarde un petit peu les différences qu'il existe avec Gentes, d'abord on a une map qui existait sur Gentes, mais qui fonctionnait différemment dans la mesure où en fait on ne faisait que poser des cités. Donc on en disposait de 6 ou de 8 aussi, je sais plus, ça devait être 6 aussi, je crois bien. Mais simplement il y avait une action où on allait simplement poser une cité. Voilà, il y avait cette même division en 3 grandes régions, donc les 3 grandes couleurs qui sont représentées ici, mais c'était bête et méchant, on posait une cité et on déclenchait les revenus des cités des mêmes couleurs. Bon, ça fonctionne pareil aujourd'hui, sauf que pour poser une cité, il faut d'abord accumuler des pionniers. Plus long, en fait. Voilà, c'est plus long et ça offre plus de possibilités, parce que quand on vient poser des pionniers, par exemple j'en pose 4, j'ai autant de déplacements que le nombre de pionniers que je viens de poser, et je peux déplacer n'importe lesquels. Je peux déplacer ceux que je viens de mettre, mais aussi ceux d'avant, ce qui me permet d'aller occuper la map d'une toute autre façon, et aussi ce qui permet d'avoir un système de contrôle des cités, et donc un système de majorité en fait. Ouais. C'est pas le truc qui est surexploité dans le jeu. Non, c'est pas extrêmement présent, ça c'est vrai. Ça aurait pu être plus fort. Moi, je m'attendais à ce que ce soit. En fait, sur le papier, c'est cool parce que je suis d'accord. Ça va se toucher sur la map. Exactement. Il va y avoir de la majo, machin, du contrôle. Ça va un peu se taper, ça va un peu se cogner. Au final, j'ai pas vu de partie où c'est vraiment très présent. C'est pas très marqué et c'est vraiment pas très marqué. Et ça aurait mérité. Voilà, ça aurait mérité un petit quelque chose de plus fort en fait. Peut-être une map plus serrée, ou je sais pas, ou moins. On occupe quand même la map quand on joue quand on joue à 2 ou 3, il y a t'as tellement toujours moyen de contourner ok, tu m'as bloqué ici, oui, c'est ça. Pop de l'autre côté. Il y a un peu quelques petits trucs sensibles en termes de revenus. Il y a des pièces, bien sûr, il y a des espèces de petits cubes qui nous servent à compenser de la population qu'on n'a pas, donc voilà, c'est des petits bonus, mais il y a surtout une cité de chaque couleur qui rapporte des points de victoire. Et on néglige au début. On néglige un peu au début, et surtout, ces points, en fait, les revenus, on les obtient à chaque fin de manche, justement, pendant la période de revenus, on obtient un revenu de chaque région.
donc de chaque couleur différente. Donc on a un intérêt à se diviser, mais on a aussi un intérêt à se concentrer parce que à chaque fois que je construis une cité dans une région de couleur, je déclenche toutes les cités précédentes de cette couleur-là. Donc du coup, il y a un petit peu les deux tableaux. Et ça, je trouve, c'est hyper malin. Ça, c'est très très sympa. C'est très bien parce que tu as toujours les deux options qui te sont offertes. Est-ce que je me concentre, c'est ce que tu as fait la dernière fois, tu as construit full bleu, ou est-ce que je vais chercher à me diviser rapidement pour avoir tout de suite du bonus, un maximum de revenus à chaque fin de manche. C'est super bien pensé. C'est très bien fait, et donc ça, c'est quand même une différence majeure avec Gentes, où effectivement, on avait juste une map vraiment quasiment statique, et on s'occupait très peu. On a le système de province. Pour occuper une province, les provinces, c'est ce qui est à l'extérieur de ce cercle-là. Pour occuper une province, on doit avoir une cité dans un des trois territoires qui bordent la province. Point un peu contraignant. Hein, c'est ça, c'est quand même assez fort. Du coup, ça veut dire qu'au début, tu vas peut-être chercher quand même à te mettre au bord, quoi. Bah ouais, pour moi, c'est assez automatique les débuts de partie. Ouais. En tout cas, les débuts de partie où tu peux choisir ta cité ou des trucs comme ça. T'es tout le temps à vouloir occuper ce genre de cité ici qui borde deux provinces, parce qu'il faut savoir, si un joueur contrôle, imaginons là, je contrôle cette cité ici, j'ai accès à ces deux provinces. Exactement. Personne ne peut revenir ici. Une fois qu'une cité est mise, on ne peut pas revenir. Exactement. C'est plié. Donc là, j'ai vraiment accès aux deux, c'est super fort. Si tu veux avoir accès à celle-là, faut absolument avoir une cité ici. Si moi, joueur vert, je bloque là, ok, je sais que cette province, plus personne ne peut. Encore une petite là. Il y en a toujours trois. Oui, il y en a toujours trois. Mais une fois que les trois sont bloqués, c'est vrai que c'est fermé, c'est définitivement fermé. Exactement. Et donc effectivement, quand on joue à 4, il y a quand même un peu de baston là-dessus. Et surtout, les bonus qui se trouvent au bord sont très intéressants et sont vraiment. Je sais pas si on peut complètement s'en passer. J'ai pas l'impression. Ne pas en avoir un seul, ne pas occuper aucune province dans une partie, ça me paraît tendax. En fait, pour moi, il y en a un qui est vraiment très fort. C'est celui qui donne +1. Ouais, le +1. Ouais, c'est sûr. +1 de pop. Après, en fait, l'action est tellement relou à faire, tellement pas gratifiante. Non, c'est vrai. Et t'as pas envie de la faire 150 fois. Tu vises quand même un minimum l'objectif des 18 populations, mais surtout t'as envie de faire. Mais t'en as besoin en fait, bien sûr. Non, mais c'est clair. Donc pouvoir aller en choper +1 ici, et tu l'as quand même 3 fois en tout sur les provinces. Alors attention à 4 joueurs, hein, bien sûr. Mais ça, je trouve ça très très fort. Ah, très intéressant. Après, celles qui permettent aussi de faire des actions, même si t'as plus accès aux tuiles, ça, je trouve ça quand même balèze. Parce que suffit que ça soit une manche qui se goupille mal, où t'as pris un peu de retard, j'en sais rien, tout le monde est allé braquer les tuiles ici. Tu sais plus aller acheter de la population. T'es quand même content d'avoir savoir le faire tout seul. Ou d'avoir une carte, ou d'avoir un truc, mais c'est sûr que si t'as plus accès à l'action, c'est très compliqué, quoi. Comme on vous disait, c'est un jeu à scénario. Il y a un jeu de base et il y a 8 scénarios qui l'accompagnent. Et théoriquement, le jeu peut se jouer en campagne. Enfin, pas théoriquement, le jeu peut se jouer en campagne. C'est-à-dire qu'on enchaîne, voilà, c'est ça, on enchaîne 4 ou 8 parties avec les mêmes joueurs et on joue 4 ou 8 parties avec des scénarios différents. Et donc, en fonction du scénario, on a déjà remarqué effectivement que les scénarios étaient quand même assez marqués dans les différences de gameplay. Ça, par contre, c'est cool. C'est fort, vraiment bien. C'est très marqué et surtout, ça permet d'utiliser d'autres axes du jeu qui jusqu'à maintenant ont été un petit peu moins exploités. Moi, je trouve ça impressionnant d'avoir conçu un jeu qui fonctionne dans 9 configs différentes. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que le feeling est quand même plutôt différent. Bah oui, alors entre le jeu de base, le scénario 1 et le scénario 2, c'est très différent. C'est très axes différent. Et ce que vous allez choisir de faire, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Scénario 1 qui était beaucoup plus interactif. Ça, c'est un petit point, un petit bémol quand même que j'ai sur le jeu. Oui. Ça manque quand même d'interaction. Ça manque un peu d'interaction. En fait, ça reste à l'allemande, hein, ça reste très t'en as sur l'action sélection, donc ça c'est cool, mais c'est limite là que ça va le plus se toucher. C'est de la pose d'ouvrier inversée, quoi. En gros, au lieu d'occuper dans un emplacement, on récupère des trucs, mais c'est la même chose, quoi. T'as l'interaction que tu retrouves dans les postes ouvriers de manière générale. Là, je suis déçu parce que je m'attendais à plus d'interaction sur la map. Et là, je suis d'accord. C'est trop léger. C'est arrivé extrêmement peu, sauf dans le scénario 1. Dans le scénario 1, alors là même à 2, ça se battait. Hein. Ça se battait pour c'était béqué, bien mieux. Et sinon, oui, t'as un petit peu d'interaction là sur la rivière t'as pris ma carte et ça me fait chier, ça va rentrer dans mon plan. Mais bon, à part ça, c'est comme tu dis, c'est de l'interaction assez froide, c'est très à l'allemand. Donc ça, pour moi, ça peut manquer un peu. Après, il y a des scénars qui rectifient le tir. Scénario 1 où ça te donnait des points, des bonus sur l'occupation de la map, là ça y allait un peu plus franco. C'était très intéressant. Je suis d'accord. C'était très très cool. Carrément. Scénario 2 personnellement un peu moins apprécié. C'était un système d'objectifs long terme, objectifs court terme aussi, de manche en manche que tu te définis. Grosse contrainte. Tu te contrains toi-même, c'était pas forcément ultra agréable, j'ai trouvé. Et ça dilue. En fait, pour moi, j'ai trouvé vraiment que ça diluait le jeu, ça t'orientait dans des trucs vraiment bizarres. Enfin, je sais pas.
Après, je suis un peu passé à côté hein, aussi dans la partie, donc c'est peut-être ça qui fait que le feeling est spécial. Hein. En fait, c'est le scénario 2, ça ramène un peu le jeu à un puzzle game solo. Ouais. C'est-à-dire qu'on retire un petit peu l'interaction et l'intérêt de dire je vais voilà. En fait, on s'occupe moins des autres joueurs parce que on galère déjà tellement à remplir notre truc pour éviter les pénalités, pour maxer les points qu'on a dessus, que en fait ça devient du puzzle game solo. C'est vrai que moi aussi je suis moins sensible à ça. Maintenant, là où c'est intéressant pour ce scénario 2 et tous, c'est de les jouer en campagne. Qu'on utilise la VAR maintenant parce qu'on connaît pas les autres scénarios. Donc on les a pas joués, donc ouais, il faut juste qu'on regarde un peu ce que c'est. Donc le troisième scénario qui s'appelle infrastructure. Alors on a juste lu les règles comme tu viens de dire, on n'a pas joué. Donc dans celui-ci en fait il va y avoir vraiment un aspect de réseau. Par contre sur la map, on va construire des routes, du réseau commun. Donc ça c'est intéressant, ça rajoute de l'interaction, j'ai l'impression. Et ce réseau, il va nous permettre d'obtenir les revenus des différentes cités qu'on contrôle. Si on aura les revenus ou pas. Voilà. Petit aspect de réseau. Celui-là, il a l'air assez intéressant. Enfin, moi, plus interactif, en tout cas, ça, c'est sûr. J'aime plutôt bien, en plus, les jeux de réseau. À voir si ça suffit, mais en tout cas, intéressant. Le numéro 4, c'est Expédition. Donc, alors là, c'est des personnages. C'est ça. On se retrouve avec des personnages qui vont bloquer, en fait, notre tableau. C'est-à-dire qu'ils vont être positionnés sur certains emplacements de rôle, et donc, on va être bloqué, par rapport à ces rôles. On pourra plus avancer, en fait, sans passer par-dessus, et on va pouvoir débloquer ces personnages et les envoyer, sur différents éléments de jeu avec une action complémentaire. Donc il y en a un qui va aller sur la carte des autres, une carte des autres et qui va nous permettre d'exploiter le pouvoir de la carte des autres, un qui va aller sur une cité et qui va nous permettre d'exploiter le pouvoir de la cité, et le dernier sur une tuile, et si je me souviens bien, ça te permet de faire l'action, ça te permet même si elle est prise, et du coup voilà, ça te donne un emplacement d'action. Tu te loques une action, c'est ça, tu te la garantis. Et du coup voilà, tu t'es sûr que pour les envoyer, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu, il va falloir dépenser de la population. C'est ça. Donc là moi là-dessus quand même je suis vachement sceptique. Alors faudrait le jouer, mais je suis sceptique parce que c'est déjà un peu la croix et la bannière pour obtenir de la population. Si d'une part c'est bloquant parce que le petit bignou il est en train de bloquer, et d'autre part faut en dépenser, oh l'enfer quoi. À voir. On revient un petit peu, mais c'est intéressant parce qu'on alterne un petit peu entre scénario interactif et puzzle game. Exactement. Ça ressemble un peu plus à un puzzle game, même si on va quand même interagir avec le plateau et avec le jeu des autres, parce qu'on va aller dans leur cité, on va aller sur leur carte. Donc pas mal. Ça a l'air un peu mixte, on va dire, comme scénar. Mais un peu plus froid. Ouais, à voir. En tout cas, dans moi ça me chauffe quoi. J'aimerais bien voir. Le trade. Donc le trade où on utilise le dos du plateau. Donc ça c'est cool quand même. Hein. Carrément. On a effectivement des ressources. Voilà. Les cités vont nous donner des ressources. Il va y avoir un cours des ressources en termes d'or. Ouais, c'est ça. Alors non, là où c'est le marché, il y a un plateau supplémentaire en fait, où on a un système de ressources, et en fait, c'est de l'offre-demande en fait. Hein. Bon, ça a l'air assez intéressant. Moi, je trouve ça plutôt bien, et ça met de l'interaction ultra indirecte entre les joueurs, parce que c'est toi qui fais l'économie. C'est toi qui fais l'économie. Ça, c'est cool. C'est top. Je suis plutôt friand de ça généralement. Exactement. Donc ça a l'air sympa à tester. La 6e, c'est celle peut-être qui me chauffe le plus, Progrès, parce qu'il y a un arbre de technologie. Tech Tree, bien sûr. On adore ça. On adore ça. De ouf. Il y a du prérequis, je crois que c'est en 3 arbres. C'est en 3 niveaux. C'est en 3 niveaux. Si tu veux le niveau 2, il te faut le niveau 1. C'est ça, il faut le niveau précédent du même nom. Je crois que c'est vraiment de la carte, c'est-à-dire que j'ai pris tel techno, tu ne peux plus l'avoir. C'est probable que ce soit de la techno privée. Bon, en tout cas, de la tech tree sur ce genre de jeu, a priori, c'est sympa. C'est de la facilitation. En gros, ça va vous aider à faire. Ah oui, c'est par contre, c'est des gros effets. On a vu les effets niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça a l'air quand même solide. Niveau 3, on est sur du scoring. Voilà. Niveau 1, niveau 2, qui ont l'air assez costauds. Le 7e, celui qui donne le moins envie. Turbulent Times. Bon, oui. Non, si, c'est vrai. Bah là, c'est juste de la contrainte que te donne le jeu, de ce que j'en ai bien compris. C'est de la contrainte générale. C'est des événements globaux qui vont affecter tous les joueurs et contre lesquels on va devoir lutter. Alors, bien sûr, ce sera récompensé si on arrive à lutter efficacement contre tel ou tel effet de jeu. Mais simplement, voilà, c'est une grosse contrainte globale. Moi, c'est celui qui me chauffe le moins. Bon, en tout cas, et ça a l'air d'être juste de la contrainte pour venir un peu te contraindre. Ouais. Obvious. Merci. Et le dernier scénario, Nouvelle Ère. Alors là, ça a l'air très énervé. Il y a beaucoup plus de pages que sur les autres scénars. On a lu très en survol. Là, on incarne carrément un peuple. Ça a l'air d'être de l'orientation asymétrique. Il y a de la symétrie. On a des objectifs perso. On va dans une direction particulière et on a des pouvoirs qui sont liés particulièrement à notre peuple. Il y a un peu de tout. Voilà, ça a l'air beaucoup plus gros que les autres scénarios, mais en même temps, c'est celui qui conclut, et donc forcément, c'est quand même bien.
Donc tous ces scénarios, comme on le disait, fonctionnent en campagne. On fait soit les 8, soit 4 tirés au sort, et on a un système de points en fait qui se fait d'une manche à l'autre. On a un système d'objectifs à atteindre sur l'ensemble de la campagne qui va nous donner des bonus de points ou des bonus de pendant le jeu, des trucs en plus, du revenu en plus ou quoi. Moi, je trouve ça super intéressant. J'adore le système de campagne. Ça me fait beaucoup penser au système de Scythe avec la campagne de Fenris parce que ça marchait un petit peu comme ça. Il n'y a pas d'enveloppe vraiment à dévoiler parce que c'est du scénar un peu plus flat. Et puis là où pour moi Fenris marchait mieux, c'était l'aspect aussi narratif. Alors, il y avait de la narration. Il y avait, de toute façon, Scythe, c'est un jeu qui nous correspond un peu plus, je pense, parce que c'est plus interactif. Il y a quand même un petit peu de baston. Ici, on est quand même sur du plus froid, plus à l'allemande. Mais la campagne, d'une manière générale, m'a rappelé celle de Fenris et j'aurais très envie vraiment de jouer les 8 scénars les uns à la suite des autres et d'avoir en fait la tête dedans. T'arrives au scénario 8, ok, c'est hyper vénère en termes de règles, tu te prends une surcouche de zinzin, mais par contre, tu viens de te paner 7 parties juste avant, enfin en tout cas, je sais pas si les fois d'avant. Moi j'irais une petite campagne sur 4. Sur 4, pourquoi pas? Une petite campagne sur 4 scénarios tirés au sort. Sachant qu'il faut vraiment vouloir les enchaîner, rester frais dans le jeu, machin. J'ai pas l'impression que les scénarios soient cumulables. Alors oui. Je joue avec le 1 plus le 2 plus le 3 machin. C'est vrai que ça c'est très étonnant. Et ouais, c'est étonnant. Ben en fait c'est dommage même. En fait, on s'attendait à se dire imagine tu joues avec les 8 scénars. C'est ça, tu fais tout. Mais en fait, c'est pas possible puisque ils sont un petit peu antinomiques l'un par rapport à l'autre. On peut pas mélanger en fait le trade avec le premier scénario de Kingdom où on doit avoir un petit tableau au centre et tout ça. Quoique, est-ce qu'on peut vraiment pas si on peut peut-être. Non, si on peut peut-être parce que c'était sur les couleurs de région. Ouais. Donc bon, si ça doit être faisable. Je pense que ça te met trop de surprise. Ça serait ça deviendrait usine à gaz. En fait, ça deviendrait une usine. Est-ce que ce serait agréable? Je sais pas. En tout cas, visiblement, ça n'a pas été pensé pour. En temps de jeu, surtout éclaterait tout. Bien sûr. Bon, je suis pas ultra fan de l'iconographie. C'est clair, mais c'est pas ultra parlant. En fait, on en discutait là il y a 2 minutes. Là, par exemple, les petits compas qui nous permettent de récupérer des cartes. Pourquoi un compas me permet de récupérer des cartes? Tu vois, ça me parle pas. J'aurais limite plus compris avec le petit parchemin, mais non, le parchemin, c'est pour récupérer des bonhommes. Bah oui, puis en plus, c'est de la population qu'on instruit, tout ça. Ouais, en fait, l'implémentation thématique est pas vraiment réussie parce que c'est pas très clair ce qu'on fait dans le jeu. On sait pas trop à quelle époque on est. On sait pas trop l'objectif du truc. C'est un petit peu, à mon sens, c'est un peu à l'image de la boîte. Voilà, c'est une boîte bleue avec un bateau. Bon, et il y a pas de l'or. Et on ne sait pas ce qu'on fait réellement. En fait, et c'est vrai que il y a pas vraiment de lien. Ça n'aide pas vraiment pour apprendre les règles du jeu. Alors, par contre, moi j'aime beaucoup les dessins des cartes. Ah, les dessins des cartes. Je veux le dire parce et puis que même le petit texte qui est en dessous et tout, c'est cool. Les concepts en gros sont marrants, mais c'est vrai que voilà. Mais du coup, c'est vrai que pour apprendre les règles, vous aurez pas d'aide thématique. Les règles sont relativement simples, donc c'est cool. Le poids est pas très élevé, donc ça va. Mais c'est vrai que en fait, on sait pas trop ce qu'on fait. Du coup, ça devient très mécanique. Je fais l'action parchemin, l'action verte, l'action orange, l'action violette. On se fout. Ah bah, tu parles de couleur, en fait. Bien sûr. Tu parles jamais. On récupère de la population, on l'instruit pas. Enfin bon, voilà, on fait des. C'est, je vais poser des rondelles ou des pastilles sur la map. C'est pas, je pose des pionniers. Des pionniers. Qui partent en exploration, conquérir des cités. Non, c'est je pose des pastilles et ça se transforme en maison, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas, thématiquement, c'est pas très parlant et tout ça. Pour conclure sur Epos, Gentes Game. Epos, donc, qui est quand même une réimplémentation. Je pense qu'on peut vraiment le dire. On peut vraiment parler de réimplémentation pour moi parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont communs au jeu de base. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit Epos? Qu'est-ce que t'en penses, Dylan? Moi, j'aime bien aimé. Peut-être un tout petit peu marre parce qu'on en a enchaîné quelques-unes d'affilée. Ouais, bien sûr, on n'est pas des ponceurs, hein, donc on n'est pas des profils ponceurs et j'aime bien varier les jeux, varier les plaisirs. Après, on en a enchaîné 5 en très peu de temps, je sais pas, en un mois, je pense. En un mois, pas, donc ce qui est assez rare, hein. Oui, c'est pas spécialement les profils à faire ça. On tourne en principe. Mais ça reste cool, c'est vrai que chaque partie a quand même son petit défi. Ah, c'est pas pareil. J'ai l'impression de tourner par contre un petit peu en rond si on joue juste le jeu de base. Heureusement qu'il y a les scénars pour de la rejouabilité, pour de la variabilité, tout ça c'est quand même important parce que sinon ça peut être vite répétitif quand même, j'ai l'impression. Donc non, vraiment bon jeu. Agréable. Je pense pas par contre que je le pledgerai sur GameFound. Ouais, bon indicateur, hein, ça quand même, effectivement. Est-ce qu'on pledge, est-ce qu'on pledge pas? On en profite pour dire que c'est une boîte de prototype qui nous a été envoyée par Spielworks, justement, qu'on remercie, et donc on a pu tester justement le jeu en avant-première. Elle sera pas conservée, bien sûr.
Pour ma part, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. En fait, moi j'aimerais jouer la campagne du jeu, quoi. J'aimerais jouer la campagne en entier ou en demi, mais juste je voudrais. En fait, j'aimerais bien l'enchaînement des scénars, quoi. À terme le faire, mais pas enchaîner les 8 Ouais, là, c'est oui, non, mais je comprends. Après, tu peux, voilà, tu mets d'autres jeux entre temps, et puis tu reviens de temps en temps. Après, la contrainte, c'est qu'il faut le même groupe de joueurs. Alors, soit on tape la campagne à 2, soit du coup, on arrive à convoquer un groupe de joueurs régulièrement et tout. Invoquer. À conseil. Mais non, mais enfin ouais. Et donc bon, ça serait intéressant, mais en tout cas, ouais, je pense que j'ai vraiment bien apprécié en tout cas les parties qu'on a fait et je me suis jamais ennuyé. J'ai toujours trouvé que le temps était bien réparti, le rapport temps profondeur de jeu est bien fait, bien dosé. Ça se renouvelle suffisamment. Enfin moi Est-ce que tu plaides ? J'aime beaucoup. Est-ce que je plaide ? Je plaide pas parce qu'il y a un autre problème, c'est le prix. Ouais. Ça vaut 100 balles. Sans frais de port et sans TVA. Sans TVA, donc ça arrive dans les 135. Trop cher. C'est trop cher. Malheureusement, c'est trop cher, mais le jeu vaut le coup, hein, clairement. Enfin, c'est dommage parce qu'effectivement, je pense que d'occasion ou avec une boîte peut-être un peu plus petite, un peu moins de matos aussi, léché, là, tout ça, parce que là c'est beaucoup. S'il y a une localisation, vraiment, je m'y intéresserais avec plaisir et j'aurais plaisir en tout cas à le reproposer en campagne. Ouais, bien sûr. Avec moins de merdier. C'est vrai. Franchement, tu peux y aller, quoi. Ouais, ça serait pas mal. Et moins cher. Là, je vais tous les jours, par contre, mais actuellement beaucoup moins. Attention. Jingle. Introduction c'est le jingle le plus pourri que j'ai jamais vu. La tier list. Ah, c'est... Je vais garder cette fleur là, ce lever de soleil. Bon, la tier list. On va maintenant, à partir de dorénavant et au jour d'aujourd'hui, nous allons mettre les jeux dans une tier list. Tier list toute simple, composée de 4 niveaux. S pour le meilleur, jusqu'à C, en passant par A et B. Tous les jeux qui seront critiqués maintenant vont rentrer dans cette tier list. Une pour toi, une pour moi, et une pour les autres qui seront là. Une pour Romain pour les plis, et une pour... je sais pas, advienne qui viendra. L'invité mystère. Pour le chat. Pour le chat, une pour Lidou. Bon, tier list, tu mets ça où ? J'hésite, je pense que je le laisse en A. Il est à la frontière potentiellement de peut-être passer en B parce que c'est fondamentalement moins ma cam que ce que peut être d'autres jeux. Il va manquer d'interaction pour moi et puis j'aime les jeux avec du réseau, de l'économie, des conneries comme ça. À voir. En fait, il y a peut-être des scénarios qui peuvent me le faire grimper. Si je joue sur le scénario 2, limite, il tombe pas loin du C parce que ça m'a gonflé, mais il reste en B. Si c'est le scénario 2. Scénario A, il est clairement dans la tier list A, tu vois, par exemple. Donc je pense que ça va dépendre du scénario. Pour l'instant, il reste en A parce que c'est un vrai bon jeu qui est agréable à jouer. C'est juste que j'ai un petit peu moins envie d'y retourner là en ce moment. Et que j'ai envie d'autres choses, en fait. Bien sûr. Voilà. Et puis la tier list, surtout, est vouée à évoluer, en fait. Hein, ouais, certainement. De ce qu'on rajoute. Je sais pas si j'aurai le courage de faire ce montage-là. Non, moi non plus. Mais oui, bon, très bien. Ouais. Et toi ? Pour ma part, moi, je mets le jeu de base en A, clairement. Moi, ça reste en A, hein. Même scénario 1, 2, tout ce qu'on veut, ça reste en A. Et par contre, je mets la campagne en S, mais à mon avis, c'est juste c'est dans mon imaginaire. Ouais, je pense. Je vise. C'est comme le hall du livre, tu vois, c'est quelque chose de visé. C'est pas, non mais n'empêche que c'est un truc qu'on imagine et en fait, est-ce que ce sera vraiment au niveau que je l'attends ? Non, je pense que c'est pas. En fait, t'as peut-être vécu en tant que joueur des grands moments de campagne. Peut-être que ça t'a marqué comme. D'une manière générale, je trouve ça un peu épique. Mais bien sûr. Et même parce qu'il y a des campagnes qui marquent. Moi, ce qui m'a le plus marqué en termes de jeu, l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était Gloomhaven. Tu vois, je t'en ai déjà parlé. Alors que c'est pas du tout sur le papier notre type de jeu, moi non plus. Ouais. Mais parce que c'était sur du long terme. Parce que tu reviens. Et voilà. Et Sight aussi m'a énormément marqué parce que je l'ai trouvé ultra bien conçu comme campagne. Mais après, des fois, t'as des campagnes qui marchent moins bien. Là, je suis pas sûr que ça serait si épique. En fait, t'as pas la dimension épique. Pour moi, la campagne vient avec une dimension épique. Moi, je dis il y a la dimension épique sur la victoire des fêtes, sur la bourre que tu vas tirer, sur les objectifs et tout. C'est pas suffisamment important. Moi, je suis sûr que tu trouverais ton compte. Ah, je sais pas. Il faut que, et puis il va me falloir un aspect narratif, un aspect de, j'ai un personnage que je vais suivre du début à la fin. Je t'écris une petite histoire, moi, tu sais. Bah, vas-y. ChatGPT, raconte-moi l'histoire des pauses. Connais-tu l'histoire? Bon, en tout cas, voilà. Si vous voulez que Dylan joue la campagne, mettez un pouce. À partir du moment où il y aura 50 pouces, un truc un peu plus irréalisable peut-être, 250 pouces.
À 250 likes, Dylan joue la campagne. Allez. Allez, à 150 pouces, il joue 4 scénars. À 250 pouces, allez, à 300 pouces. Ça, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. 150 pouces, il joue les 4 scénars. 300 pouces, il joue les 8 scénarios. Allez. Dans combien de temps? C'est quoi le laps de temps, par contre? 6 mois. Ça va? Allez, ça se fait. 6 mois. Okay. Presque, allez, un peu plus d'une part. Sachant qu'on en a déjà fait 2, il m'en reste 6 à faire. Non. Faut recommencer la campagne. Je rigole ou quoi. Bon, on s'en fout. Mettez des pouces si vous voulez. De toute façon, il le fera probablement pas dans tous les cas. Donc bon, c'est pas grave. Et ok, bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était les recettes ludiques avec Dylan. Et Ben. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt. Ciao.